Je suis d'origine à la fois marocaine par mon père, Schleur, donc dans le bled profond de Tiznit, dans les collines d'Arganier, où mon père était berger, avant qu'il ne soit, qu'il n'émigre en France pour s'installer parmi les ouvriers de la mine de Saint-Étienne, et où il a développé rapidement un petit hanout, en bon souci qu'il était. Et c'est donc parmi les sacs de couscous dans le hanout de Saint-Étienne, un des premiers hanouts à l'époque dans cette ville de la Loire, que je suis né et grandi avec une mère espagnole du sud de l'Espagne. Donc je suis le produit d'une des, ce qu'on peut appeler les premières générations, qui de manière très paradoxale se sont souvent mariées et se retrouvaient en couple mixte. Il y a eu une génération étonnante comme ça, particulièrement ouverte, et c'était le cas de mon père. Donc cette double origine, on verra ensuite qu'elle a énormément compté, qu'elle compte toujours, et que autant au départ elle a pu être un élément d'handicap, autant elle est devenue de plus en plus dans mon histoire un élément de ressource. Donc je suis né dans un quartier, ensuite j'ai grandi dans une cité populaire de Saint-Étienne, La Cotonne, Montrénaud, pour les Stéphanois qui écouteraient ça, c'est très connu. Ce sont des cités difficiles, comme on appelle ça là-bas. Donc je me suis retrouvé très tôt dans un environnement qui m'a orienté vers les métiers manuels par culture paternelle, familiale, où on pensait que le côté manuel était ce à quoi on était destiné, puisque nous, dans notre milieu, les professions intellectuelles étaient celles d'un autre monde, et pas celles de notre milieu. Donc il s'est trouvé par une série d'accidents de parcours que j'ai fait plutôt le choix du non manuel, et ça a été un peu difficilement vécu par ma famille, et j'ai donc j'ai connu la DAS, un certain nombre d'éléments d'environnement assez difficiles, et j'ai pu m'en sortir par mon goût du savoir, et parce que j'ai rencontré aux alentours de 17 ans et 18 ans un certain nombre de personnes exceptionnelles, les bons enseignants qu'on rencontre parfois dans sa vie, et qui peuvent faire naître des vocations. Donc c'est produit pour moi, et grâce à eux et à quelques personnes, j'ai pu m'orienter vers des études, en dissidence avec mon environnement familial malheureusement, voire même ce qui a pu être vécu comme une forme de trahison. Et j'ai donc évolué dans un environnement différent, à Lyon en particulier, dans le champ où j'ai pu avoir accès à l'université, où je me suis intéressé à différents types de cultures, où je me suis passionné de philosophie, et ce qui malheureusement et paradoxalement a creusé le fossé entre mon histoire et mon milieu d'origine. Donc c'est disons un premier tronc assez important, donc c'est l'origine, les débuts et l'attraction pour le savoir, et une certaine rupture, une certaine dissidence par rapport à un milieu qui restait très conventionnel, puisque mon père s'est remarié avec une femme marocaine, et donc j'ai vécu une partie de mon enfance aussi dans un environnement traditionnel marocain, où la norme religieuse classique et traditionnelle était assez importante avec le temps. Et elle a évolué dans le même temps qu'elle a évolué dans le champ du milieu de l'immigration en général, où on a eu d'abord des premières vagues qui étaient plutôt dans l'émancipation, avec les premières femmes marocaines ou algériennes qui se mettaient en pantalon, qui s'émancipaient du foulard, etc. dans les années 70-80. Et on s'est retrouvé à partir des années 80 dans une inflexion inverse, où on a commencé à reporter le foulard, à refaire de l'adhésion communautaire, et où l'utopie du retour au bled a commencé à disparaître, donc on a reproduit du bled localement. Donc c'est un peu dans cette période-là un peu compliquée que j'ai émergé, et j'ai rencontré, comme beaucoup de gens de ma jeunesse à l'époque, c'est les premiers ouvrages qui nous arrivaient à la faveur de la crise pétrolière, etc., qui nous arrivaient du monde saoudien, où on avait plein d'opuscules sur la religion, telle qu'elle était vraiment authentique, qui était déjà différente de nos parents,
qui étaient plus ou moins pratiquants, mais qui avaient des formes moins strictes et moins radicales dans leur expression. Et on a eu en même temps, c'était la période de la révolution iranienne, les premiers opuscules venant des milieux iraniens, révolutionnaires, qui eux aussi venaient nous prêcher la bonne parole. Donc moi j'ai un peu glissé sur ces différentes tendances, m'en suis émancipé et fait un parcours plutôt orienté sur le savoir. Et je suis passé, c'est un élément déterminant, non pas par le savoir de type conventionnel, mais je suis passé par le collège coopératif. Et le collège coopératif m'a permis de découvrir un environnement où le savoir était sourcé dans les pratiques, dans les pratiques populaires, les pratiques sociales, et n'est pas perçu comme un statut académique qui nous donne une notoriété, une notabilité supérieure et qui nous mettrait en posture de donner la bonne parole, hein, ou transmettre la science experte, mais plutôt de faire remonter par les pratiques le génie propre, disons, populaire et social, et essayer de l'exprimer avec les rigueurs savantes, de telle manière que ça puisse produire aussi de la connaissance, partageable, expérimentable, etc. Donc ce parcours par le collège coopératif m'a donné le goût à un savoir ancré, citoyen, militant, mais qui ne s'exclut pas des rigueurs scientifiques. Toujours est-il que bon, il est important qu'il y ait une prise de conscience et il y a un travail sur le recensement de ces pratiques, le recensement des stratégies populaires et sociales et leur donner dans les relatifs champs du savoir des traditions, du folklore, des adaptations, du génie écologique, culturel, de la survie, donc d'en faire des éléments pratiques intéressants. Et c'est très important pour moi puisque ça m'a permis de faire le lien entre mon attraction pour le savoir et la connaissance et aussi le lien avec mes origines, le fait que le savoir reste toujours sourcé dans le social et le vivant de ce qui l'alimente de sens et de réalité. Donc ça c'était pour moi un tronc fondamental pendant une certaine période et j'ai ensuite eu une autre étape importante qui a été ma découverte et de l'écologie, de l'agroécologie, des questions environnementales, etc., qui est liée au changement de mode de vie, aux questions du développement durable, qui sont devenues des choses très importantes dans ma propre histoire et dans ma propre vie, et qui se sont déclinées en particulier par la rencontre de Pierre Rabhi, à l'époque, qui était dans les années 80, en ses débuts, déjà porteur des idées clés qu'il perpétue jusqu'à aujourd'hui. Et donc je l'avais rencontré, et c'était très intéressant puisque j'ai eu par son biais une ouverture vers l'Afrique, où j'ai été associé, impliqué dans un projet de centre agroécologique au Burkina Faso. Et cette rencontre avec l'Afrique a été pour moi littéralement bouleversante, puisque c'est une partie de notre humanité qui, dans les années 80, restait encore auréolée de mystère, bien que le tourisme commençait à se développer. Mais ceci dit, j'ai rencontré des mondes parfois ancrés encore dans du néolithique, dans des villages extrêmement éloignés qui vivaient encore sur des modèles, on pourrait dire, archaïques en termes de mode de vie, et avec des codes culturels tout à fait étonnants, étranges, singuliers, préservés, et aussi des grands pôles urbains qui bricolaient de la réalité, des identités, du sens, avec une facilité littéralement époustouflante. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit actuellement en Afrique de l'Ouest, ou dans les Afriques en général, dans les grands pôles urbains, on a cette labilité des identités, cette facilité à jouer sur plusieurs registres, qui donne une sorte de santé vitale aux Africains dont on aurait intérêt à s'inspirer. Donc c'est cette découverte-là, ces différentes Afriques, de la savane, du rural, du Sahara, hein, du nord Niger avec des Touaregs. Et j'ai pendant une quinzaine d'années, d'abord avec Pierre Rabhi, mais ensuite de manière autonome, sur des projets divers, sur des recherches personnelles, j'ai été vivre différents types de modes de vie. J'ai vécu par exemple dans un environnement Touareg, où les Touaregs m'ont reconnu venant du Tafilelt marocain comme étant un de leurs enfants et une partie de leur histoire. Donc j'ai eu beaucoup de facilité à m'adapter avec les Touaregs, d'autant plus que la langue Shelha, le Shleuh, dans l'environnement amazir, je me suis retrouvé avec des Touaregs en comprenant une bonne partie de ce qu'ils disaient. Ce qui m'a donné donc des facilités, et j'ai vécu donc dans des campements Touaregs une vie littéralement aventurière et passionnante. J'ai été d'ailleurs, j'ai épousé une femme Touareg à l'époque, etc. Donc j'ai vécu dans différentes topographies humaines, topogéographie,
dans le monde Mossi en particulier, dans le monde vaudou, au Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, et ça m'a permis de littéralement de recomposter ma matière première dans cette profonde vitalité africaine. Et ce dont on n'a pas l'habitude, on a l'habitude d'entendre l'Afrique sur des questions ethniques, de guerre ethnique, de conflits ethniques, mais on ne réalise pas que ce sont des expressions extrêmement marginales relativement à la grande capacité qu'a le continent de brasser les ethnies. Et je me souviens, ayant vécu au Sénégal, par exemple, de la façon tout à fait particulière qu'ont les Sénégalais d'intégrer les Français en les appelant des Sénégaulois et en les intégrant dans le tissu ethnique sénégalais. Donc cette disposition autour des identités, de la facilité à jouer avec les multi-appartenances, les différentes langues ont été, bien des années plus tard, et je vais arriver à bientôt aujourd'hui, très importantes dans certaines intuitions et certains éléments de ma propre histoire. Donc j'ai travaillé beaucoup dans l'agroécologie, dans la permaculture, dans les changements de modèles, dans le commerce équitable, donc sur le terrain, dans l'action, dans les champs avec les paysans, dans des organisations rurales, féminines, de jeunes, etc. Et là, j'ai tout de suite commencé à comprendre, en particulier en travaillant avec les jeunes, que la question de, non pas des identités au sens où on les connaît nous, mais plutôt le sens de l'histoire, le sentiment d'appartenir à un peuple, à un continent, à une histoire, à des cultures, mais le sentiment qu'il n'y a pas une reconnaissance au niveau international de cette part d'Afrique qui a eu un rôle important dans l'histoire du monde. Et donc, la marginalisation technologique, industrielle, est liée à ce qu'on appelle le développement du monde africain, à le fait qu'on fabrique très peu de choses, qu'on manufacture quasiment rien et qu'on a une très faible production, peut donner le sentiment à la jeunesse africaine de n'être héritière de pas grand-chose et de n'être productrice de pas grand-chose, à part de la musique ou du sport, ou des choses où on les reconnaît, on les qualifie d'un certain nombre de talents, mais en termes de profondeur historique, de sens par rapport à l'histoire, de contribution civilisationnelle à l'humanité, il semble y avoir un déficit. Or, m'étant intéressé à ce volet d'histoire, puisque je me suis rendu compte de ce problème vécu par les jeunes de non-reconnaissance par les Blancs, de traumatisme lié à la colonisation, à l'esclavage, et le sentiment aujourd'hui d'être encore dans une situation pénalisée historique, être le dernier wagon du train, être constamment qualifié, disqualifié dans le jeu international du développement, etc. Donc ce sentiment-là donnait vraiment, pour un certain nombre d'entre eux, l'impression d'être des naufragés. Et c'est très dangereux, une jeunesse qui se sent naufragée. Donc, en travaillant sur cette question, j'ai pu remonter à ceux qu'on appelle les pères des indépendances. Et les pères des indépendances, dans les années 50, 30, 40, 50, 60, étaient des personnages très particuliers qui ont vite été recouverts par la marée de l'actualité et qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont quasiment disparu du champ politique, culturel, social africain. Et qui sont, pour certains d'entre eux, ne sont restés que des noms de rues, des éléments militants, mais très peu expressifs. Donc sur la base de ce constat qu'une jeunesse qui manque de repères, mais également qui manque de sens, qui a le sentiment de ne pas être arrimée à l'histoire, et être petit à petit renvoyé à la marge quand les grands moyens de communication mondiaux célèbrent sans arrêt le génie, l'innovation un peu partout dans le monde, ou le progrès et tous ces éléments-là, le sentiment pour une bonne partie d'une jeunesse africaine urbaine pénalisée, coincée dans des problèmes de chômage structuraux qui n'en finissent plus, de précarité générale, il peut y avoir le sentiment d'une forme d'impuissance, mais aussi de ressentiment. Et j'ai donc été très interpellé par cette question et j'ai aussi de plus en plus découvert que j'étais également africain, que en tant qu'originaire du Maroc, je me suis de plus en plus senti en confraternité avec tout ce monde sahélien et ouest-africain, depuis la Côte d'Ivoire à la Guinée, au Sénégal, au Mali, et Burkina Faso, etc. Donc j'ai essayé de faire un certain nombre de recherches sur ces questions en rencontrant Mamadou Dia au Sénégal, le professeur Kizerbo, Cheikh Anta Diop, un certain nombre de personnages qui restaient encore très marqués par le temps des indépendances, où se réfléchissaient plusieurs possibilités de l'Afrique, qui malheureusement ont été pour un certain nombre d'entre elles, de ces possibilités sabrées par la réelle politique coloniale, post-coloniale, et donc ils n'ont pas pu expérimenter les rêves
dont ils étaient porteurs, les rêves d'unité africaine, les rêves d'autres modèles coopératifs de développement, notamment portés par Mamadou Dia. Il n'aura pas été, possible et on ne leur a pas laissé la possibilité de ces expérimentations. Il devait y avoir une tutelle soit d'un côté du mur, soit du côté soviétique, soit du côté d'un Occident capitaliste radical. Et ils n'ont pas eu de possibilité de tiers espaces pour envisager un développement africain dont vraiment, sur lesquels j'insiste, c'est que beaucoup d'entre eux étaient porteurs. Voilà, donc cette question-là m'a interpellé et j'ai remonté et travaillé dans le champ de l'histoire, ce qui m'a ramené assez naturellement vers l'histoire du monde Mossi, vers Tombouctou. Et à Tombouctou, c'est là où un nouveau déclencheur est advenu, c'est que j'ai rencontré dans un petit musée un personnage, l'histoire d'un personnage, d'une famille héritière de manuscrits, qui sont des manuscrits originaires de Tolède en Espagne, et qui ont été transportés depuis le XVe siècle, donc par une famille juive exilée de Tolède qui est venue s'installer au Mali auprès de l'empereur Sonrai de l'époque, et qui s'est installé donc avec tous ses livres, tous ses ouvrages, ses manuscrits, et qui a donné lieu à plusieurs lignées d'historiens qui ont produit cet élément exceptionnel de cette présence de l'Espagne médiévale du temps du califat de Cordoue, post-califat de Cordoue plutôt, et qui s'est donc ancré dans le terreau sahélien profond de Tombouctou et qui est actuellement remise à jour et qui pose de manière étonnante l'inscription de cette partie du Sahel dans l'histoire à la fois du Maroc et du sud de l'Europe, comme ayant eu maille à partie, ayant eu affaire. Le Sahel, Tombouctou, les grandes cités caravanières du Sahel, du sud du Maroc, ont été partie prenante par les Almoravides, et puis à différents niveaux, de la grande histoire du sud de la Méditerranée et du sud de l'Europe. Et on ne l'avait pas entendu, et il n'y a que récemment, et encore, d'après ce que me dit M. Haïdara, qui porte cet héritage de Tombouctou, il est très difficile de le faire reconnaître actuellement dans le sud de l'Europe parce que il est d'une couleur différente, d'un monde différent, dont pourtant les archives attestent iconographiques et diverses qui ont été plus ou moins blanchies entre guillemets, mais que cette couleur était présente dans l'histoire du Maroc et de l'Espagne et du sud de la Méditerranée pendant cette période qu'on appelle andalouse, donc d'exception civilisationnelle et particulière. Donc évidemment tout ça pour dire que ça m'a attiré sur le questionnement de l'Andalous. Pour aller vite, un des troisièmes topos, c'est la question de l'Andalous que j'ai ensuite cultivée à partir de la région toulousaine. Quelques années plus tard, je suis rentré en France, je me suis installé à Toulouse et j'ai découvert à mon propre étonnement, par le biais de rencontres de romanciers, de gens passionnés de culture occitane, qu'ils avaient chez eux un versant sud très important. Ils souhaitaient vraiment mettre en avant, c'est le versant de l'histoire médiévale et des liens avec l'Andalous, à partir de l'Occitanie. Donc c'est très original, on est sur deux pôles. L'un était Tombouctou, et on se retrouve maintenant dans le sud de la France, en Occitanie, et on a deux éléments qui vibrent de la mémoire de l'Andalous et qui considèrent que c'est une partie de leur histoire. Et c'était très intéressant, en partant des deux points, d'essayer de voir comment on pouvait retisser quelque chose, tisser des liens. Donc pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur cette thématique andalousienne à partir de l'Occitanie, à partir de Toulouse. On a organisé des voyages, des colloques, et différentes activités, jusqu'à ce que récemment, j'ai décidé d'engager quelque chose d'encore plus profond, qui fasse le lien entre ces deux polarités, mais également entre l'Espagne, associant l'Espagne, associant le Portugal, l'Italie, autour d'une initiative que j'ai prise il y a quelques mois, ici à Marrakech, puisque c'est là où nous nous trouvons, pour créer un institut des Andalousies du Maroc et du monde. Donc depuis quelques mois, c'est cette question sur laquelle je travaille, sur l'émergence d'une initiative sur la question de l'Andalous comme levier de réflexion profonde sur le vivre ensemble, sur l'histoire commune, sur de manière de conjuguer nos différences et nos histoires et d'y réfléchir profondément dans un monde aujourd'hui où les fractures, les différences deviennent des différends, donc où on a un travail assez profond à faire pour recoller les morceaux, dirais-je, mais pas seulement, réinventer d'autres agencements dans nos liens
que l'histoire a inauguré avant nous, comme en témoigne par exemple la présence de la Giralda à Séville et de la Koutoubia à Marrakech. Donc nos ancêtres ont posé dans la pierre des liens qu'il s'agit aujourd'hui de remettre à jour dans un sens, cette fois, qui pourrait être utile pour demain. Et ce qui se passe aujourd'hui nous donne idée de l'urgence d'arriver à penser ce nord et ce sud de la Méditerranée et ce Sahel ensemble. Il est évident que pour l'Institut des Andalousies, du Maroc et du monde, notre souhait a été de mobiliser un imaginaire existant, politisé, dont certains, maintenant on sait qu'au niveau des religieux extrêmes, c'est aussi une forme de mobilisation à l'Andalous. Donc, et il n'y a pas de raison à le laisser se nationaliser, ni non plus à le laisser se radicaliser. Et si on n'en fait pas autre chose et qu'on ne fabrique pas d'autres récits, pour nourrir d'autres formes d'imaginaire, on va laisser ces récits-là se faire en mode négatif par d'autres. Soit les enclore dans des récits nationaux, soit les extrémiser comme dans des radicalités où l'idéal devient une forme de dictature de l'esprit, de la religion, et peut donc être instrumentalisé dans la douleur et la souffrance pour tous. Donc il est important de se donner les moyens de fabriquer d'autres récits et de faire du mythe. De créer des idées qui puissent mobiliser, réunir des gens autour, mais des idées qui soient des tables d'ouverture, qui invitent toutes sortes de gens à partager un esprit de l'Andalous qui, pour nous, n'est pas le récit d'une gloire, d'un islam, d'un âge d'or, mais un moment particulier où de la diversité a été en présence, où un certain type d'islam a pu avoir une hospitalité remarquable en son temps, et c'est très intéressant, cette hospitalité islamique de ce temps-là, avec les contraintes évidemment, mais qui était exceptionnelle. On a d'équivalent que l'empereur Akbar, beaucoup plus tard en Inde. On a quelques personnages qui ont un peu incarné des formes d'utopie, et là on a un moment dans différentes obédiences, également toutes sortes, où les chiites et sunnites cohabitaient dans différentes confréries avec une richesse, littéralement une pullulation d'écoles, de fratries, de traditions qui se sont retrouvées à l'abri de cet espace de tolérance de l'Andalous. Et on comprend bien d'ailleurs le rapprochement avec le comte de Toulouse, qui avait ses troubadours, ses cathares dissidents du christianisme catholique romain, et cette ouverture des cours, cette ouverture orientale des cours des comtes de Toulouse. Donc on voit un petit peu, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est le moment où de la diversité a produit et de l'unité, mais a produit de la connaissance, de la création philosophique, scientifique, qui a ouvert en quelque sorte la voie sur ce qui est devenu la Renaissance, et une grande circulation de connaissances et d'ouverture à ce moment-là. Donc c'est cette table ouverte au savoir et à la connaissance qui a eu ce moment privilégié où des gens venant d'Afrique sahélienne, des gens venant du nord de l'Europe, de Byzance, du Moyen-Orient, des Extrêmes-Orient, ont pu se retrouver attablés autour de la connaissance. C'est ce moment-là que nous mettons en valeur, plus que l'effet d'armes ou une utopie d'un âge d'or islamique qui n'est pas forcément ce que nous chercherions au détriment ou en comparaison à d'autres âges d'or, ou pour trouver dans cet âge d'or-là de quoi nourrir notre ressentiment ou notre déception d'aujourd'hui. C'est pas le cas du tout. Le cas, c'est vraiment une sorte de grande table de connaissances où nous puissions nous gourmander, venant de tous les horizons, dans le même esprit que celui d'Al-Andalus, en reconnaissant nos différences, en essayant d'accommoder nos différentes visions du monde. Et et c'est ce qui est intéressant quand j'ai commencé ce travail de l'Institut, dans différents endroits du monde, je parle d'Espagne, je parle de France, je parle d'Italie, de Tunisie, on a eu un intérêt pour cette idée d'ouverture, venant de différents horizons, par des gens qui, par la monnaie, par la bibliophilie, par la passion de l'histoire, par l'architecture, le patrimoine, etc., se sont par différents biais retrouvés dans cette idée de faire de la mise en commun autour d'un moment idéal dont on peut penser qu'il est utile pour aujourd'hui. Alors c'est là où je rejoins la question. L'utilité pour aujourd'hui, parce qu'on voit les champs de force géopolitiques
dans lequel le religieux prend une part qui malheureusement n'est souvent pas du tout à son avantage et qui pose d'ailleurs le problème de la persistance du religieux dans le monde de demain. Et qui est profondément questionné dans ses formules politiques en particulier. Et aussi, nous ne souhaitons pas que l'Institut se constitue dans une sorte d'académie, comme ça va être le cas, consacrée uniquement à des spécialistes. Nous avons ouvert les spécialistes et les universitaires au champ des passionnés, au champ des jardiniers de la connaissance, ceux qui travaillent la friche des connaissances. Donc on trouve très important que des autodidactes, etc., des collectionneurs, des passionnés s'associent à notre histoire. Mais également, ce qu'on a trouvé d'important, c'est qu'il y a aussi une composante des Andalousies de demain. On a donc un atelier spécifique et un champ de travail qui va creuser ces questions. Et pour nous, le champ sur lequel j'ai déjà personnellement commencé avec un petit réseau, c'est la thématique par exemple de la créolisation. Et cette thématique-là nous donne l'idée qu'à partir qu'on peut conjuguer nos différences, qu'on peut être dans le registre de la multi-appartenance, mais dans la fidélité à soi-même et la fidélité à ses appartenances. Donc c'est un petit peu particulier comme façon de penser la notion de l'identité, et il ne servirait à rien que l'Institut des Andalousies du Maroc et du monde ne serve qu'à réunir des passionnés sur des thèmes généralistes ou historiques ou philosophiques, si ça ne débouchait pas sur des propositions intelligentes pour entrer dans le monde de demain avec des outils, avec une certaine manière d'être, donc un travail en profondeur sur ce que nous portons de possible et en quoi ce possible est inhibé par des assignations à des identités, alors qu'on verra sans doute à l'occasion de l'ouverture de l'académie qui aura lieu en avril 2018 ici à Marrakech, que cette tablée de gens qui viendront de différents endroits du monde ont finalement une communauté non seulement d'intérêt, comme ça peut être le cas dans d'autres contextes d'académie, mais une communauté de volonté et aussi d'une préoccupation du futur, d'aujourd'hui et de demain, et le sentiment, je pense, que tout le monde aura qu'ils sont porteurs et qu'il faudrait que la passion que nous portons tous soit aussi l'occasion de créer, d'ouvrir des possibilités et des solutions pour demain. Que ça ne se situe pas simplement dans un académisme académique. J'ai bien parlé tout à l'heure de l'éducation populaire, j'ai parlé du collège coopératif. Comment on peut faire en sorte que ce travail sur Al-Andalus, sur l'Andalousie, sur ses mythes, son histoire, son génie propre, ce moment civilisationnel particulier, puisse nous permettre de dégager des nouveaux moteurs de pensée, d'être et de vivre qui nous permettrait, qui serait utile pour aujourd'hui et surtout pour demain. Donc c'est vraiment fondamental. Et c'est dans ce sens-là que j'ajouterais un peu le point concernant la créolisation. Parce que pour moi c'est très important d'expliquer en quoi, pourquoi, comment, et je vais faire une petite extension là-dessus. Pour moi la créolisation c'est quelque chose qui est assez récent. Bon, elle est issue en grande partie de mon histoire africaine. Et on a aussi dans le champ de la production littéraire, philosophique, des personnages extraordinaires qui pour moi, Édouard Glissant et un certain nombre, j'avais idée dans presque un préjugé que c'était quelque chose qui ressortait des catégories liées aux Caraïbes, à la créolité des Antilles, etc. Et j'avais pas très bien saisi en quoi ça pouvait être utile de manière beaucoup plus universelle. J'avais bien perçu de loin, disons, puisque je ne me sentais pas directement concerné par mes lectures, l'intérêt de cette notion de créolisation et sa dimension universelle, et à quel point elle peut être l'objet de nouvelles confraternités. Mais je n'avais pas perçu, parce que je ne le vivais pas en moi-même, l'intérêt de ce nouveau mode de compréhension, de perception et de jeu de l'identité, d'ouverture de la notion d'identité. Comme beaucoup, dans les années 80-90, j'ai été très attaché à la question de l'identité culturelle.
et j'ai travaillé dans plusieurs organisations, plusieurs ONG, avec notamment des responsables d'ONG africains, sénégalais, pour lesquels la notion d'identité culturelle, des racines culturelles était extrêmement importante, et ça les mettait souvent instrumentalisés par des chercheurs, je pense à Serge Latouche, à toutes sortes de chercheurs, pour lesquels il y a une forme d'endogénéité africaine. Et il faudrait que cette endogénéité soit l'originalité, la signature identitaire propre de l'Afrique, par exemple, pour qu'elle puisse créer son propre développement, qu'elle puisse un développement fidèle à ses racines, fidèle à son histoire, fidèle au village, et qui lui donnerait, disons, la particularité d'être fidèle à ses origines. Et j'ai toujours trouvé quelque chose de suspect dans cette tendance à vouloir, même par des écrits théoriques venant d'Occident ou venant d'Europe, à vouloir en quelque sorte entraîner des peuples du Sud à retourner, à faire retour vers des origines, comme si quelque part c'était les chercheurs eux-mêmes occidentaux d'histoire déracinés du rural depuis un siècle qui ont quelque part porté leur nostalgie des origines, ne pouvant plus le vivre en Europe, et les transfusant dans ces Africains qui quelque part vont eux réaliser, ne pas perdre leurs racines comme nous l'aurions fait en Europe, etc. Donc j'ai toujours trouvé suspect, c'est pas suspect au sens négatif du terme, mais disons pas déontologiquement et scientifiquement très clair, ces propositions habillées de sociologie, habillées d'anthropologie, et qui voulaient refonder par des Occidentaux qui convertissaient des Africains à l'idée qu'il fallait faire retour vers une Afrique des origines, une Afrique des identités, et que c'est par celle-ci qu'on retrouverait le sens profond et qu'on serait original par rapport au monde. Et paradoxalement, dans le champ urbain où j'étais investi dans ces ONG, je n'avais jamais vu autant de créolisation, autant de métissage, d'hybridation, de bricolage des identités. On a des familles, par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui sont à la fois, qui ont des composantes chrétiennes et musulmanes. On a parfois quelqu'un qui peut vous décliner son nom musulman, chrétien et animiste, et qui cohabite avec ça, avec une particulière joie de vivre, et qui n'a aucune difficulté pour jongler en quelque sorte avec ses atouts, ces différentes cartes qu'il peut sortir à différents moments et qui lui sont naturellement, dans lesquelles on a une labilité, une disposition naturelle à pouvoir habiter, féconder, partager, parce qu'elles sont chaque fois des clés d'échange et d'ouverture avec les autres. Donc, à la fois, on a des sociétés africaines qui s'hybrident complètement et qui se laissent aller dans une sorte de grande pamoison de la consommation, de l'hybridation, des métissages quasiment post-modernes depuis les accès d'Internet, depuis Facebook, depuis l'irruption des réseaux sociaux et l'irruption des mondes numériques. L'Afrique a une facilité avec sa culture en réseau d'entrer dans ces réseaux et de les amener dans son propre champ et dans ces hybridations multiples qui font vraiment sa richesse. Alors vous avez à la fois dans les pratiques ces ouvertures d'une fécondité extraordinaire, et vous avez à côté des intellectuels qui sont un peu déchirés par le sentiment profond de l'irruption du monde dans un monde traditionnel qui se trouve profondément déstructuré. Alors, la lecture de la déstructuration par la recomposition, par de nouvelles identités, et j'ai trouvé que c'était dans la pratique une solution que les gens appliquaient de manière très intelligente, et que le problème des origines posées par des intellectuels en mal, partagés eux-mêmes entre l'Occident et leur Afrique d'origine, et une notabilisation du savoir dans laquelle ils rentraient, qui les mettait en séparation de leur milieu populaire, était une façon de métaphoriser leurs propres problématiques plutôt que de parler réellement des problèmes des origines. Donc j'ai trouvé tout ça extrêmement intéressant. Il y a eu un autre élément important, c'était aussi la question de l'islam. Je suis né dans un environnement islamique, et comme tout le monde, tous ceux qui sont nés, j'ai eu en moi l'ensemencement de la Oumma. Je me suis senti, bien que moi-même métisse, porteur d'une sorte d'assignation islamique d'origine. Et vis-à-vis de laquelle, d'ailleurs, mon nom, Hassan Aslafi, c'est une marque de fabrique dont je ne peux absolument pas extirper le fait que c'est aussi une assignation à une islamité de fond, et que je serai comme ça, de la même manière que j'ai été circoncis et que j'ai suivi un certain nombre de rituels. Donc je suis marqué dans mon corps et dans mon esprit, dans mon propre nom, sur cette appartenance à cette identité islamique, vis-à-vis de laquelle on ne peut avoir de rapport que de fidélité ou de trahison. Hein, c'est-à-dire on est soit apostat, soit pratiquant.
Et si on est, si on n'est pas, si on est un peu critique sur sa pratique, ou si même on n'est pas pratiquant et qu'on se revendique de culture musulmane, mais en recherche, en quête, en questionnement, ce qu'on appelle les hanifs, ce qui existe dans la tradition musulmane, qu'on a un peu oublié, eh bien, si on n'a pas, si on n'est pas dans le registre complètement intégré de la pratique et qu'on n'ait pas des gens qui vont accepter la dogmatique, les éléments fondamentaux, et qu'on joue ensuite avec cette appartenance, mais on reste fondamentalement musulman dans son rapport à la femme, dans son rapport à la culture, à la liberté, au corps. Notre corps appartient à la communauté. Quand on mourra, on sera lavé, on sera enterré d'après les rites, etc. Donc on ne s'appartient pas à nous-mêmes, nous appartenons à une communauté. Donc j'ai rencontré en moi cette sorte d'omniprésence d'une Oumma, du moins de l'ombre de ce que j'ai ensuite compris comme étant une Oumma communautaire, dominante et qui castratrice, puisqu'on ne peut absolument pas avoir le choix d'exister par soi-même en construisant sa propre relation aux religieux. Nous sommes assignés à n'avoir qu'une version officielle et une assignation à cette version. Et j'ai trouvé aussi d'autre part ce qu'on appelle la culture du MRE, c'est-à-dire pour les Marocains qui sont résidents à l'extérieur, à l'étranger, c'est l'idée que nous sommes dans un registre de suspicion relative tant qu'on ne fait pas allégeance à notre pays et qu'on ne garde pas les codes fondamentaux, donc le code islamique, et également l'attachement au pays, au bled, à la famille, et dans un registre où on est forcément parti, on est un membre de notre nation à l'étranger, si on est dans un rapport de fidélité et de trahison. Et si effectivement on se coupe des éléments fondateurs de notre identité, qui est la religion, qui est la langue et qui est le parti pris communautaire et national, on serait forcément on serait parti à la dérive dans une étrangeté et une infidélité au pays. Donc je trouve que cette tension dans laquelle la diaspora est réduite, notamment les nouvelles générations, elle est extrêmement préjudiciable à l'émergence d'une diaspora féconde, créative, qui peut vivre en elle la multi-appartenance, d'être à la fois français, donc français c'est un peu de révolution française, être à la fois musulman, c'est-à-dire avoir une orientalité, des modes d'islamité propres, qu'on peut décliner, reconnaître, mettre en question, à la faveur d'un environnement qui nous dispose à pouvoir mettre en question, donc à exercer notre intelligence, comme il est dit dans le Coran, à questionner les signes, etc. C'est très important. Et donc, le fait d'avoir une diaspora qui puisse être en fait une diaspora créative et qu'il y ait une forme de créolisation, de multi-appartenance, d'être à la fois français, marqué par la Révolution française, d'être à la fois marocain, marqué par des éléments de marocanité au pluriel, puisqu'elle peut être berbère, arabe, elle peut être hybride, d'appartenance à des territoires, à une grande ville ou une zone rurale, etc., ou au sud, au Sahara, qui a sa culture propre. Donc on peut dire que cette labilité à pouvoir jouer. En plus, en France ou les étrangers, en Hollande, en Belgique, on peut vivre des relations à l'international, on peut être dans des couples mixtes avec les États-Unis, etc. Composer des nouvelles formes qui sont propres au génie marocain. Et donc, il serait très important qu'on reconnaisse au Maroc la possibilité à sa diaspora de reconnaître à cette diaspora que les territoires de liberté qu'elle explore et de créativité qu'elle engage en tant que fils du pays, enfant du pays, ce sont des atouts pour le pays. Et il ne s'agit pas de réduire toute cette extraordinaire richesse par une sorte de police de l'appartenance qui ferait qu'on ne pourrait pas explorer ces territoires et en revenant au pays, on devrait réintégrer un format passif qui reste finalement stérile et qui ne nous permet pas de partager le meilleur de ce qu'on peut partager avec notre pays que nous aimons autant que les autres. Voilà, c'est un élément, c'était lié à la diaspora. Et pour moi, la diaspora, la diasporisation, de la liberté de diasporité au niveau des communautés qui sont à l'étranger, communautés d'individus, de personnes, etc. Les mixités nouvelles qui se construisent, la notion de créolisation à partir des langues, à partir des cultures, à partir des différents de l'évolution du religieux en nous. On peut être à la fois musulman de culture avec une inclination bouddhiste, avec un certain mode de vie qui tire parti de notre orientalité, et on peut avoir des racines au Maroc, être intéressé par
par tous ces champs inédits de connaissances d'aujourd'hui qui tournent autour du post-humain, des mondes artificiels, de l'évolution vers un destin extraterrestre de l'humanité. Quand on s'intéresse aux sciences cognitives et à tout ce qui évolue dans ces champs-là, on est propulsé littéralement dans des années-lumière par rapport au substrat traditionnel et au corpus religieux ou anthropologique d'où on provient. Et il est important qu'on soit aussi les explorateurs de tous ces éléments-là. Donc pour terminer, c'était pour moi l'occasion de revenir un peu au point de départ. Cet Institut des Andalousies du Maroc et du monde, c'est aussi un espace pour problématiser, pour créer ces nouveaux éléments qui vont nous permettre, nous laisser un peu plus d'espace et de liberté aux uns et aux autres, et nous permettre à la terre d'accueil qu'est le Maroc, qui est une terre d'hospitalité, comme l'ont été Abdelrahman III, quelques grands personnages de la grande hospitalité métaphysique, spirituelle du monde musulman. Donc pour moi c'est une terre qui porte ces valeurs, et donc à l'occasion de cet institut, pour nous, ça sera un moment important pour partager nos diversités, pour partager nos créativités vers des mondes émergents qui émergent à l'extérieur de nous mais en nous, et aussi de faire créer une dynamique d'inter-reconnaissance mutuelle, parce qu'il n'y a jamais autant de possibilités d'évolution créative des choses que quand on se reconnaît mutuellement dans nos différences et qu'on s'apprécie et qu'on goûte à nos différences, ce qui permet de créer une culture qui développe des différences créatives et non plus des différents guerriers et bloquants.